Bonsoir à tous. Bien sûr, on prend plaisir à lire des auteurs au style recherché, brillant ou en couleur, comme Jean-Claude Guilbault, que j'en recevais hier soir. Mais on prend autant de plaisir à lire des romanciers qui écrivent sans fioriture, un style très net, précis, juste. Suzanne Prou, vous vous rangez dans cette deuxième catégorie, c'est-à-dire des auteurs qui ont une grande économie des moyens. Et bon, ça n'est pas votre premier livre, celui que vous venez de faire paraître, Le Temps des Innocents, c'est un roman aux éditions Albin Michel, c'est à peu près votre 20e livre. À peu près. Bon, et c'est vrai que vous avez toujours eu le souci du mot juste, de la phrase qui n'a pas de graisse. Vous surveillez un peu votre style comme le lait sur le feu, si j'ose dire. Je surveille beaucoup et je barre énormément. Oui. Et ça, vraiment, j'enlève tous les mots que je trouve de trop. Je trouve qu'il y a toujours trop de mots dans les livres. Oui, mais ça veut dire qu'il faut presque travailler autant pour obtenir l'économie du style que pour lui apporter de la redondance ou du... C'est une autre sorte de travail. Puis moi, j'aime bien les choses très nettes et très strictes comme ça. Et que les mots soient juste les mots qu'il faut et sans rien de trop, sans rien de plus. Voilà, alors Le Temps des Innocents, cela raconte des éducations sentimentales et des éducations à la vie tout court pendant la guerre de 39 à 43. Cela se passe, d'ailleurs, vous avez fragmenté votre roman selon les années scolaires. Oui, parce que ce sont des étudiants qui sont les personnages du livre. Alors pour eux, ce qui compte, le temps est coupé par année scolaire. Oui. Et ces étudiants, curieusement, bon, il y a la guerre, 40, 39, 40, jusqu'à 43. C'est vrai que ça se passe dans une ville universitaire du Midi, oui. Mais on a l'impression quand même qu'en tout cas au début que la guerre ne les touche pas beaucoup. Il y a de seule chose qui les intéresse finalement, c'est leurs examens. Oui, leurs examens et leurs relations sentimentales. Mais c'est vrai qu'en 39, bon, bah, la guerre était déclarée, mais elle n'était pas vraiment déclenchée encore. Donc on pouvait un peu l'oublier. Mais est-ce que ce sont des jeunes gens préservés parce qu'ils sont étudiants? Ils sont préservés. D'abord, ils sont dans la zone sud. Hein. Alors après, pas en 39, mais après juin 40, ils sont quand même dans la zone sud. Donc il se passe moins de choses. Oui, c'est-à-dire que la guerre est loin. La guerre est un peu loin. Oui. Et puis, ce sont des gens qui sont très jeunes. Hein. Ils ont 17-18 ans. Oh, mais enfin, 17-18 ans, vous savez, il y a des gens de 17-18 ans qui sont engagés dans la résistance. Hein. Bien sûr, il y en avait même de plus jeunes. Mais enfin, bon, ils arrivent, c'est pour ça que j'appelais ça le temps des innocents, parce qu'ils sont innocents. Oui. Ils sont innocents, pas au sens de non coupable, mais au sens de niais, quoi. Ils comprennent rien. Oui. À mon avis, d'ailleurs, bon, c'était mes contemporains et je ne peux pas dire que j'ai fait des portraits de gens que j'ai connus, mais les gens que j'ai connus et moi-même, bon, ont inspiré quand même les personnages. C'était des gens qui vivaient une époque historique extraordinaire et qui comprenaient rien du tout à ce qui se passait, qui ne savaient rien. Oui, mais en même temps qui essayaient de savoir beaucoup de choses, non pas sur la guerre, mais simplement sur eux-mêmes, sur leur cœur, sur leur peau. Oui, bien sûr, ils étaient... et puis il faut dire qu'à l'époque, quand même, l'éducation sentimentale commençait plus tard. Oui. Alors là, ils avaient passé leur bac, tout d'un coup, ils étaient lâchés dans la vraie vie avec un V majuscule, et ils s'imaginaient des quantités de choses et des quantités d'aventures, et en fait, les aventures se réduisaient à peu de choses, parce qu'ils étaient très timorés. Je ne sais pas si les gens de maintenant comprennent encore comment on pouvait vivre comme ça en se disant vous, en s'effleurant les mains ou en se faisant un petit bisou. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que ce serait très intéressant d'avoir l'avis de jeunes gens d'aujourd'hui lorsqu'ils lisent qu'est-ce que c'était qu'une éducation sentimentale de l'époque. Alors, moi, je l'ai fait lire à ma petite fille qui m'a accompagnée ce soir, qui a 20 ans. Et ça l'a intéressée, j'avais peur qu'elle me dise bon vieille lune, bon. Pas du tout, ça l'a intéressée, mais elle m'a dit mais c'est intéressant parce que ça a l'air d'être un film. Oui. Mais ce que vous savez très bien restituer dans ce roman, ce sont les désirs et les troubles de ces garçons et de ces filles qui ont 18 ans, 19, 20, 21 ans. Bon, évidemment, je comprends très bien que vous sachiez restituer vos propres troubles, vos propres désirs, mais comment fait-on pour restituer les troubles et les désirs des garçons ? Oh ben je sais pas, je pense que l'imagination peut-être y pourvoit, et peut-être aussi, bon, j'ai connu beaucoup de garçons de cette époque, et je crois que je peux reconstituer. Enfin, il me semble que c'est pas faux ce que j'ai dit. Ah non, mais je ne dis pas que c'est faux. Mais je pense mais il y a tout un travail de restitution de ces émois, de cette peau qui se trouble et qui... Oui, bien sûr, oui. Mais tout ça, évidemment, à l'époque, ça n'allait pas très loin, ça n'allait pas très loin. D'ailleurs, il y a une scène qui est assez amusante. On va parler de Laurence, qui est la jeune fille et le personnage principal, l'un des deux personnages principaux du livre. Alors, c'est sa mère. Elle arriva sur la plage, elle s'assied à côté de Laurence, à peine vêtue, impudique, étalée sur le sable.
Tiens-toi bien, dit la mère, rapproche tes jambes. Oui, bien sûr, mais ça je l'ai entendu dire combien de fois par ma mère. Hein. Oui. Oui, parce que quand on est allongé sur le sable avec les jambes écartées, c'est inconvenant. C'est inconvenant, c'est une impudeur totale. Enfin maintenant c'est peut-être plus inconvenant, mais à l'époque ça l'était. Oui, ça je ne vois pas aujourd'hui une mère disant... Rapproche tes jambes, oui, on l'enverrait balader la pauvre mère. Bien alors les deux personnages principaux, la fille s'appelle Laurence, faites-moi le portrait. Mais Laurence c'est une jeune fille qui est très jolie, qui s'aime bien, qui se trouve jolie et qui aime beaucoup se voir dans les yeux des autres. Et des yeux des garçons. Elle adore avoir des soupirants, des amoureux. Elle aime séduire. Elle aime séduire, elle est coquette. Et en même temps, elle a soif d'autre chose, mais elle ne le trouve pas. Parce que quand même, elle se pose des questions au sujet de la situation, de la guerre, de tout ça. Et elle demande des conseils à son père qui ne les lui donne pas. Et puis, elle voudrait trouver... Au fond, elle cherche l'amour et puis elle ne le rencontre pas. Elle tombe amoureuse d'un garçon, mais c'est parce qu'elle veut l'aimer. Mais en fait, il ne correspond pas du tout à son idéal. Elle est blonde et c'est important parce qu'elle représente la lumière. Elle est blonde, elle est lumineuse, oui. Elle a un teint de dragée. Elle est vraiment la jeune fille... Bon, on connaît votre admiration pour Mauriac et ses personnages, et à un certain moment, vous dites que c'est une jeune fille de Mauriac. Oui, parce qu'elle est une jeune fille d'un temps passé, et, elle rêve beaucoup, elle va en vacances dans une vieille maison que Mauriac n'aurait pas désavouée. Il y a des chapeaux de soleil qui pendent dans le vestibule, ça c'est un petit clin d'œil à Mauriac. Et puis voilà, quoi. Et son amoureux s'appelle Julien. Non, c'est pas son amoureux, c'est le garçon qui l'aime. Ah oui, c'est le garçon. C'est son amoureux au sens 17e siècle. Oui, c'est ça. Bon, alors lui, moi j'ai noté... Lui, il n'est pas beau. Oui, alors il n'est pas beau, il est velléitaire. Il a des boutons. Il est généreux, il est timide, c'est un poète. Oui, il écrit des poèmes, pour elle d'ailleurs. Et puis, il se réfugie dans la littérature parce que, d'abord, il est plutôt laid. Et puis, il n'a pas confiance en lui du tout. Et puis, il a des parents qu'il n'admire pas parce que ce sont de petites gens, alors il en a un peu honte. Et alors, finalement, bon, Proust remplace tout ce qu'il n'a pas. Oui, mais vous ne le gâtez pas, votre Julien, parce que c'est vrai qu'il n'est pas très beau, mais il va être déçu, en tout cas dans les premières années de sa vie d'adulte, puisque à la fois cette Laurence qu'il aime, il n'en sera pas aimé, et d'autre part, il va perdre son meilleur ami, qui s'appelle David, et qui est un juif, et qui lui est qui est doué pour, non pas pour la poésie, mais pour le roman. Il écrit... David, moi c'est le personnage que je préfère dans mon livre. C'est un garçon qui est beau, qui est intelligent, qui est brillant. Et bon, malheureusement, il est juif dans une époque où il ne faut pas être juif. Et il lui arrive vraiment des tas de malheurs. Je ne veux pas raconter l'histoire, mais c'est vraiment très dramatique parce que le fait d'être juif, il ne comprend pas pourquoi. Parce qu'il est juif, il doit être rejeté et finalement, il en meurt. Enfin. Oui, mais c'est le seul... C'est l'ami de Julien. Oui, mais c'est le seul, précisément parce qu'il est juif, qui comprend quand même la dureté des temps. Oui, alors après il y a l'autre, là, il y a, comment il s'appelle Gilles Guillaume. Il y a Gilles Guillaume qui, lui, est dans la résistance, alors. Mais on ne le voit pas beaucoup. Non, vous ne le voyez pas beaucoup. On ne le voit pas beaucoup. C'est celui qui séduit Laurence, finalement. Mais pour votre personnage principal, Julien, cette histoire, c'est un échec sentimental, c'est un échec... vous pensez que vous l'abandonnez en 1943. Il part pour le STO, oui. Bon, il part pour les STO, il a été un peu professeur. Est-ce que vous pensez qu'il va réussir dans la vie ou pas? Je pense qu'il n'est pas très armé pour réussir dans la vie. Il me semble que non. Ah. Enfin, peut-être un jour je le retrouverai. Non, mais j'ai beaucoup de tendresse pour lui, mais bon, c'est un garçon faible et qui vit surtout dans sa tête. Quelques détails. Il y a un moment, on assiste à des examens à l'université, je crois que c'est la première année, c'est en 40. Et parmi les examinateurs, il y a un capitaine de réserve. Et qui dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je ferais mieux d'être sur le front avec mes soldats, etc. Alors il donne la moyenne à tout le monde. C'est une invention ou il y a eu des... Non, ça s'est produit. Moi, quand j'ai passé des examens en 40, quoi, et il y avait un professeur, effectivement, qui était comme ça, qui avait été dans l'armée autrefois et qui ne rêvait que d'aller se battre. Donc vous venez de dire que vous avez passé vous-même des examens en 40. Oui, bien sûr. Vous savez, c'est mes contemporains, ces gens. Oui. D'ailleurs, vous avez toujours parlé de vos contemporains, soit à travers vous-même, soit à travers des gens que vous avez connus.
Oui, enfin pas toujours, non, pas forcément. Dans mes livres, il y a toujours il y en a certains qui sont purement imaginaires, avec des personnages imaginaires. Celui-là, bon, les personnages sont imaginaires, mais ils sont composés de plusieurs personnes que j'ai connues. Mais le temps, le décor et l'ambiance générale, c'est celle que j'ai connue. Et justement, moi, je voudrais dire cette chose très très importante pour moi. Enfin, c'est ça que j'ai voulu dire dans ce livre, c'est qu'on peut traverser une époque historique, une époque où il se passe plein de choses. Sans comprendre, sans savoir. Et il n'y a pas que les étudiants qui ne comprennent pas, parce qu'eux, ils sont excusables, ils ont 17, 18 ans. Mais il y a les parents qui ne comprennent pas, il y a le professeur en question. Le professeur en question, il finit par... enfin, il finit mal, quoi. Oui. Mais c'est vrai que tous ces gens n'ont rien compris. Oui. Et moi-même, j'ai rien compris du tout dans cette époque. À l'époque, vous n'aviez rien compris? Non, non. Oui. Et moi, je me rappelle très bien que pendant la guerre d'Algérie, j'ai pris parti, enfin, j'ai fait des choses. Et je me disais, avec un certain nombre de gens avec qui j'œuvrais à ce moment-là, on disait, nous avons raté la résistance, il ne faut pas rater celle-là. Parce qu'on avait une espèce de honte d'avoir traversé ce temps sans comprendre et sans rien faire. Ouais. À un certain moment, tous ces jeunes gens fondent un journal d'université. Oui, ça aussi, ça c'est un souvenir personnel, oui. Alors. Et alors, curieusement, il s'appelle L'Espoir, oui. Ce qui est bien vu pendant la guerre, oui. Mais il n'y a aucune référence à Malraux. Curieusement. Ah non, il n'y a pas de référence à Malraux. C'est l'espoir parce que c'est l'espoir de la jeunesse. Vous savez. Il cite Peggy. Il cite beaucoup Peggy. Oui. Peggy était très à la mode à l'époque. Mais Malraux n'était pas lu. Non, non. Absolument pas. Bon. Et les poèmes qui sont cités à l'intérieur de votre livre, d'où les tenez-vous? Lesquels? Je ne sais pas, les petits poèmes gentils que Julien envoie à Laurence. Oh, pour tout vous dire, c'est des poèmes que j'ai reçus moi. Vous avez reçu? Ah, à l'époque? À l'époque, oui. Ah, il pleut des pétales de lune, les oiseaux en font des nids d'infortune. Oui, voilà, oui. Ça, c'est des poèmes que vous n'avez pas écrits, vous? Ah non, c'est pas moi qui les ai écrits. Ah bon, c'est des garçons qui les écrivaient pour moi. Et vous les avez conservés, ces poèmes? Non, je les ai dans ma tête. Je les ai pas oubliés, simplement. Ah, ils sont dans votre cœur, ils ne sont pas dans votre tête, alors, d'une certaine manière. Non, ils sont dans ma tête. Ils ne sont pas plus. Et vous avez l'odeur du narcisse, le son clair du menuet, la couleur vive du bluet et la saveur de la réglisse. Oui, c'est très joli, ça. Et les garçons vous disaient tout ça? Oui, ils me disaient tout ça. Vous voyez comme j'ai changé. Non, pas du tout, mais vous en avez de la chance. Oui, j'avais de la chance, c'est vrai. Bien, alors je rappelle que votre roman s'intitule Le Temps des Innocents. Il paraît aux éditions Albin Michel. Quelques ouvrages pour terminer, de René Jean-Claude. J'ai oublié de dire que vous faites partie du jury féminin. Ah oui, c'est vrai. Vous êtes très contente, je crois, d'être dans un jury. Moi, j'aime beaucoup, et puis j'aime beaucoup toutes ces dames. Très bien. René Jean-Claude, il vaut mieux que vous les aimiez autrement, alors vous parce que ça chignon, c'est épouvantable. Donc, de René Jean-Claude, qui a obtenu, lui, le prix Renaudot l'année dernière, vous vous rappelez, des nouvelles qui paraissent aux éditions L'Âge d'Homme, Le Miroir de l'Ogre. André Thirion, c'est une nouvelle édition de son livre, qui est un livre assez extraordinaire. Je l'avais invité à Apostrophe à l'époque. C'est un livre de souvenirs sur André Breton, enfin surtout le surréalisme, sur le marxisme de l'époque. Donc André Thirion nous propose une nouvelle édition de Révolutionnaire sans révolution aux éditions Le Pré au Clerc. Il a rectifié certaines choses, il a fait des ajouts. Donc c'est vraiment une nouvelle édition. Et je le dis, ceux qui n'ont pas lu ce livre, alors doivent absolument le lire au moment où paraît. Il datait d'assez longtemps déjà. Il y avait longtemps. En 72, il est sorti. Et au moment où Breton entre dans la Pléiade, je crois que c'est un livre qu'il faut relire. Et du même André Thirion, une pièce de théâtre, L'Ange et les homards, aux éditions Fixo. Et puis deux revues pour terminer. La Nouvelle Revue de Paris consacre un numéro spécial à Paul Morand, avec notamment l'interview à Radioscopie de Paul Morand par Jacques Chancel. Il y a donc là les questions et les réponses. C'est un document tout à fait intéressant. Et puis il y a des signatures de Déon, Fregnault, Michel Mort, d'Ormesson. Et enfin, Diogène, la revue de l'UNESCO, nous propose pour moitié une livraison sur les bibliothèques. Alors je signale un article passionnant de Gilles Lapouge sur les livres en flammes, c'est-à-dire les bibliothèques incendiées, et il montre curieusement que ça a parfois des avantages, les incendies des bibliothèques, ça, on le comprend en le lisant, mais oui, c'est assez étonnant. Et puis il parle à la fin d'une bibliothèque tout à fait extraordinaire, au fin fond du Brésil, une bibliothèque butorienne ou borgésienne. Enfin, c'est une livraison de Lapouge, un article tout à fait remarquable, et d'autres, évidemment, c'est une revue internationale, comme vous le savez, Suzanne Proulx, qui est publiée aux éditions Gallimard. C'est le numéro 141. Demain soir, ah non, pas demain soir, c'est vendredi prochain,
Apostrophe, consacré à la médecine, je recevrai 4 médecins, le docteur Gérard Appeldorfer, le docteur Marie Didier, le docteur Alain Millot, le docteur Jacques Ouvrier, plus le romancier Pierre Boulle et plus monsieur Jean-Louis Yaïch. Bonne soirée sur Antenne 2.